La recherche et le questionnement. Module 2. Capsule asynchrone. La présente capsule sur la recherche et le questionnement a pour cible d'apprentissage de permettre de développer des connaissances métacognitives ou des métaconnaissances sur le questionnement qui est fort important pour l'animation d'un dialogue philo. Aussi de réfléchir sur la recherche en dialogue philosophique et le rôle du questionnement dans celui-ci pour voir comment on peut l'organiser, le travailler et le développer davantage. Et on veut aussi identifier les différents types de questions et leur importance dans le dialogue philosophique pour être capable de bien les maîtriser et de les utiliser de façon compétente. Alors, de quelle façon va se dérouler cette capsule-là? Il va y avoir une présentation de la recherche en dialogue philosophique et le rôle de l'animateur, très brièvement sur le rôle de l'animateur parce qu'on en a déjà parlé. Ensuite, les différents types de questions et les outils de questionnement qui vont être présentés. Avant de commencer de vous parler du dialogue philosophique, je veux vous présenter la théorie des quatre causes d'Aristote. Pourquoi je veux vous présenter cette théorie des quatre causes-là? C'est parce que on va l'utiliser comme analogie, ou on va s'en servir en fait pour être capable de bien expliquer le dialogue philosophique, pour bien le comprendre. Alors, pour nous aider, je vais prendre l'analogie de la chaise pour nous aider à comprendre. Alors, théorie des quatre causes qui dit qu'il y a quatre causes aux différentes choses qu'on peut avoir. Alors, la première cause qu'on peut avoir, c'est la cause finale. Alors, la visée ou le but qui fait que la chose est, que la chose existe en tant que telle. Alors, ici, dans le cas de la chaise, le but de la chaise, qu'est-ce qu'on veut pour une chaise? C'est quoi son but? C'est quoi sa visée? Ben, c'est qu'on puisse s'asseoir. Alors, la cause finale de la chaise, c'est s'asseoir. Ensuite, deuxième cause qu'on a, c'est la cause formelle, c'est-à-dire la façon dont est organisée la chose, alors, la façon dont est organisée la chaise. Là, ici, on la voit, la façon qu'elle est faite, elle a quatre pattes qui sont soutenues par deux tiges avec un siège plat, un dossier avec deux lattes et un genre de trou dedans. Alors, la cause formelle, c'est la façon dont elle est organisée. Alors, c'est le plan ou la forme de la chaise. Alors, c'est la façon dont elle est organisée. Alors, c'est vraiment ça qui est la cause formelle. Alors, pourquoi on a une cause? On l'a pour s'asseoir et quelle forme elle va avoir? Bien, elle peut prendre différentes formes. Alors, la cause finale va toujours rester la même, s'asseoir, mais la cause formelle peut changer. On peut avoir une chaise comme on voit présentement, mais on pourrait avoir une chaise avec trois pattes, on pourrait en avoir une avec six pattes, on pourrait avoir une chaise avec un dossier plus court, une chaise avec des bras. Alors ça, la forme pourrait changer dépendamment de la façon dont elle est organisée. Alors, c'est la deuxième cause. Troisième cause, c'est la cause efficiente, ce par quoi la chaise est faite. Alors, dans le cas ici, ce par quoi elle est faite, ben, c'est par le charpentier et ses outils qui servent à faire la chaise. Alors, c'est le charpentier qui va construire la chaise à partir du plan dans le but de s'asseoir. Alors, il va prendre des outils, il va avoir son rabot, sa drille, son planeur, et ainsi de suite. Alors, différents outils qui vont lui permettre de faire ça. Sans ces outils-là, il ne réussit pas à faire la chaise, ou du moins, il ne réussit pas à faire la chaise nécessairement comme il voudrait la faire. Alors, ça prend certains outils pour être capable de donner certaines formes à la chaise. Ensuite, dernière des causes. Alors, on comprend que la cause finale de la chaise, c'est parce qu'on veut s'asseoir. La cause formelle, c'est la façon dont elle est organisée, alors la forme qu'elle a. Et la cause efficiente, c'est ce qui va permettre de faire la chaise. C'est ce qui va, ce par quoi la chaise se fait. Dernière cause, c'est la cause matérielle, c'est-à-dire ce de quoi elle est faite. Alors, de quoi est faite cette chaise-là? Alors, l'exemple ici, elle est faite de bois. Alors, la cause matérielle, c'est le bois, mais ça pourrait être le métal, ça pourrait être le plastique. Alors, il pourrait y avoir différentes causes matérielles au bois. Cette cause matérielle-là va être travaillée par la cause efficiente qui, lui, dans le cas présent, le charpentier va utiliser ses outils pour donner une forme afin de s'asseoir. Alors, ce sont les causes qui sont de nature différente, qui permettent de comprendre comment la chaise, elle est ce qu'elle est. Alors, si on reprend cette analogie-là et on la transpose avec le processus de recherche, alors, c'est intéressant de se demander, ben, c'est quoi la cause finale, c'est-à-dire le but, la visée. C'est quoi la cause formelle, c'est-à-dire de la façon dont elle est faite, de la façon dont elle est organisée. La cause efficiente, ce qui la permet, ce qui fait qu'elle devient ce qu'elle est. Et la cause matérielle, ce de quoi elle est composée. Alors, on va reprendre cette même logique-là pour comprendre la recherche dans le cadre d'un dialogue philosophique. Alors,
théorie des quatre causes sur le dialogue philosophique. Alors, la cause finale ou le but de la recherche en dialogue philosophique, ben, c'est d'assurer de la validité et du sens à l'expérience. Alors, notre expérience, on veut lui donner du sens, de la validité. Alors, la recherche qu'on va faire, ben, le but, c'est d'être capable de lui en donner, de l'assurer, de dire, ben, voici, ça convient, ça convient pas, ça fait du sens, ça a une signification pour moi, et ainsi de suite. Alors, pour quelle visée ou pour quel but on va faire la recherche, ben, c'est pour être capable d'assurer de la validité et du sens à l'expérience. Ça, c'est la raison pour laquelle, alors c'est le but final pour lequel on le fait. Alors, la cause finale. Maintenant, la cause formelle. Ça, c'est la façon dont va être organisé le dialogue. Alors, de quelle façon va être organisé le dialogue? Il va être organisé par le processus de recherche, mais c'est pas n'importe quel processus. C'est un processus de recherche qui va être dialogique et philosophique. On va voir un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Alors, le processus, c'est-à-dire la forme que la recherche va prendre, c'est celle-ci. Forme qui va avoir une forme de base, mais qui peut aussi avoir plusieurs déclinaisons, dépendamment de comment elle est organisée. Organisée par quoi? Ben, entre autres, par la cause efficiente, ce qui fait la recherche. Alors, qu'est-ce qui va permettre qu'on ait une recherche? Mais ce qui permet la recherche, c'est vraiment le questionnement. Alors oui, l'animateur qui est là, c'est par l'animateur qu'on va passer, mais l'animateur, son outil qu'il va utiliser, c'est le questionnement. Alors, qu'est-ce qui va être la cause efficiente de cette recherche-là? Ça va vraiment être le questionnement. Et la dernière cause, c'est la cause matérielle, ce de quoi est fait la recherche. Alors, la recherche, elle est faite d'habileté de pensée, c'est-à-dire d'idées et de contenu propositionnel. C'est quoi une idée ou un contenu propositionnel? C'est quelque chose qui est avancé, qui comporte une certaine valeur, un certain propos, qui dit quelque chose de la réalité. Alors, ce sont les habiletés en donnant un exemple, en donnant une cause, une conséquence, qui va transporter ces idées-là et qui va permettre de les proposer à la recherche au groupe. Alors, ce sont les quatre causes. Dans la petite capsule que je vous présente là à l'instant, ce qu'on va regarder, c'est vraiment la cause finale et la cause formelle. On va rapidement aborder la cause efficiente. La cause efficiente va être dans une prochaine capsule. Quant à la cause matérielle, les habiletés de pensée, ça va être dans le module 3 où là, on va vraiment les approfondir. On va avoir tout le module 3 qui va s'attarder sur cette cause-là qui permet finalement de mettre en place le raisonnement et la réflexion. Voilà, alors quatre causes. Cause finale qui est d'assurer la validité et le sens. Cause formelle qui se fait par le processus de recherche. Cause efficiente grâce au questionnement. Et la cause matérielle par les habiletés de pensée. Première cause, la cause finale, c'est-à-dire le but pour lequel on fait de la recherche en dialogue philosophique, c'est pour assurer de la validité et du sens à l'expérience. Pourquoi assurer la validité et du sens? Parce que dans notre expérience, dans notre vie quotidienne, ben, on a des certitudes qui fait qu'on est capable de fonctionner. On se lève le matin avec nos certitudes, on fonctionne à travers tout ça. Mais arrivent des moments où on a certains doutes, des doutes parfois sur notre carrière, sur ce qu'on est en train de faire, sur ce qu'on veut vraiment, sur les orientations qu'on veut prendre pour notre famille. De l'étonnement en voyant certaines choses qui nous surprennent, qu'on ne s'attendait pas à voir arriver, puis on a besoin d'éclairer tout ça. Des problèmes aussi, parfois des problèmes familiaux, des problèmes avec notre conjoint ou notre conjointe qui nous amènent à avoir à réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut vraiment de notre vie, de notre quotidien. Et on a la nécessité de redonner de la validité et du sens à ce qu'on est en train de vivre. Des incompréhensions, des incohérences, parfois on veut vivre vert, mais on consomme sans arrêt. Alors parfois ce choc-là, ces incohérences-là nous amènent à nous re-questionner sur la validité et le sens de notre expérience. Parfois des mystères aussi. Peut-être ça vous arrive de vous installer sur le bord d'un feu puis de regarder les étoiles puis de dire aïe aïe, on est donc bien minuscule, qu'est-ce qui fait qu'on est là, qu'est-ce qui fait que on est si petit, est-ce qu'il y a des choses plus grandes? Alors des mystères qui nous amènent aussi à réfléchir sur la validité et le sens de notre expérience. Alors, toutes ces certitudes-là vont, ces incertitudes ou ces éléments-là qui vont bouleverser nos certitudes dans la vie, ben, vont demander de donner du sens et de la validité à notre expérience. Ce sens et cette validité-là qui, en fait, tout ce qui se bouleverse
quand nos certitudes sont bouleversées, ben, ça montre que l'expérience, c'est quelque chose de complexe, pas quelque chose qui est si simple que ça, puis qu'il faut prendre le temps de construire cette validité-là et ce sens-là pour répondre à la complexité de l'expérience. Ce temps-là, faut le prendre entre autres grâce à la recherche qui nous permet de prendre du temps et d'avoir de l'aide aussi grâce au dialogue philosophique. Alors, le but de la recherche, c'est vraiment d'assurer de la validité face à ces incertitudes-là ou à ce bouleversement dans les certitudes qu'on a pour être capable d'expliquer la complexité de l'expérience, de donner du sens ou en fait de construire ce sens et cette validité-là. Parfois, ça va prendre du temps et la recherche est un bon moyen, un bon outil pour pouvoir y arriver. Alors, cause finale, assurer le sens et la validité. La cause formelle, quant à elle, dans la recherche de dialogue philosophique, va passer par le processus de recherche dialogique. Alors, processus de recherche dialogique est très, très important, le concept de dialogique dans ce processus-là, parce que c'est un processus qui va se faire dans le dialogue. Alors, on a Marie-France Daniel qui nous a dit que le dialogue, dans les dialogues philosophiques, peut prendre différentes formes. En fait, il peut passer dans différentes étapes ou différentes formes de dialogue. On peut passer d'un dialogue qui va être anecdotique à un dialogue qui va être vraiment des échanges critiques. Alors, les échanges anecdotiques, par exemple, c'est des jeunes qui vont juste raconter des anecdotes sans que ce soit nécessairement en lien les uns avec les autres. Les échanges monologiques, c'est on va au moins là avoir le même sujet, mais chacun fait un monologue sur ce qu'il dit sans nécessairement construire à partir des autres. Quand on rentre maintenant dans les échanges dialogiques, on tombe vraiment dans des échanges où là, on construit à partir des autres. Alors, on est vraiment dans la construction à partir des autres, on fait des liens avec les autres, mais on n'est pas dans une critique encore, on est vraiment juste dans une construction avec les autres. Ensuite, on a les échanges dialogiques quasi critiques, où là, on va se permettre de remettre en question sans nécessairement aller jusqu'à des critères ou à des évaluations, des remises en question ou de l'autorégulation. Ces éléments-là vont arriver dans les échanges dialogiques critiques où là, on vient vraiment d'atteindre un autre niveau dans la recherche. Alors, dans le processus de recherche, on voit que ça peut prendre différentes formes selon ce qui va être fait ou selon ce qui va se passer dans ce dialogue-là. On fait juste repenser un peu aux différentes approches que nous avons vues. Si on pense à l'Arche, on va être dans des échanges anecdotiques, monologiques, ou des échanges dialogiques non critiques. Alors, on ne rentrera pas dans des échanges qui vont être quasi critiques ou critiques. Alors que si on prend des approches comme SEV ou la CRP, ben là, le but, c'est vraiment d'aller vers le quasi-critique et le critique le plus possible. Alors, dans cette forme-là que le dialogue va prendre, que la recherche va prendre, pardon, dans cette forme dialogique-là, ben le dialogue peut avoir différents niveaux par rapport à ça. En ce sens, ces différents niveaux-là peuvent aussi se passer de l'égocentrisme à de l'égocentrisme à l'intersubjectivité. C'est-à-dire qu'on passe de quelque chose où on pense à nous, et c'est nous qui devons chercher quelque chose, au relativisme, tout est possible, tout se vaut, ou la dernière étape, là je ne veux pas dire qu'une étape que c'est une progression, mais une autre façon de concevoir l'intersubjectivité où là, c'est dans la relation, la rencontre de l'autre qu'on peut trouver un terrain d'entente pour être capable de voir ce qui est dans la recherche. Alors, différents types de recherche aussi qui est directement lié au type d'échange qu'on va avoir. Alors, dans la forme de recherche, alors il y a une forme de recherche qui est dialogique dans les dialogues philosophiques qui peut prendre différentes formes dépendamment de la façon dont ça se déroule. Si je continue sur le processus de recherche, ben le processus de recherche, il n'est pas que dialogique, il est aussi philosophique. Alors, un dialogue philosophique, c'est pas une démarche scientifique. Alors, bien que certains auteurs comme Lippmann disent que la recherche en philosophie se colle à ce qui se fait en science, c'est-à-dire observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion, ce qu'on appelle souvent une démarche oérique, qui est enseignée souvent dans les écoles en sciences, ben, on n'est pas dans ce type de démarche-là pour le processus de recherche philosophique. Le processus de recherche philosophique, c'est un processus qui est itératif, c'est-à-dire qui va
qui n'est pas linéaire, mais qui fait des allers-retours, qui va à un, qui retourne à l'autre, et ainsi de suite, sans arrêt, qui n'est pas quelque chose de linéaire, mais qui fait des allers-retours pour sa progression. Alors, dans le processus de recherche philosophique, qui se passe entre autres grâce au dialogue et aux différentes formes d'échange qui est présent dans le dialogue, ben, ce processus-là itératif va d'une étape, pas d'une étape, mais d'un acte à l'autre. Quels sont ces actes-là dans le processus de recherche philosophique? Ben là, on se rapproche vraiment de ce qu'on voyait avec Brenifier et Tosi dans les différentes démarches. Alors, on a toujours une étape ou un acte dans le processus de recherche philosophique qui est de problématiser. Alors, il faut problématiser pour comprendre la situation, voir quels sont les enjeux et ainsi de suite. Deuxième acte dans le processus de recherche qui va être l'acte de théoriser. Alors, quand on a un problème, qu'on comprend les causes, les enjeux, on essaie de théoriser, c'est-à-dire d'élaborer une réponse à ce problème-là qui va nous permettre justement de donner du sens, d'assurer du sens et d'assurer de la validité à l'expérience. Et cette théorisation-là qu'on va faire va et doit être accompagnée de validité, alors de validation pour être capable de voir est-ce que ça fonctionne ou non, est-ce que c'est un bon sens qu'on est en train de se donner ou non, est-ce que ça fonctionne et de quelle façon ça fonctionne. Alors, dans les différents actes, alors qu'on peut voir comme trois pôles, on peut avoir problématiser, théoriser, valider. Alors, quand on parle d'un processus itératif, c'est un processus qui va faire des allers-retours de l'un à l'autre, qui ne fera pas un cercle ou une boucle, mais qui peut aller dans un sens ou dans l'autre. Ce qui s'ajoute à ces actes-là dans une recherche dialogique, c'est vraiment la recherche de critères. Alors, tout ça, entre autres pour la validité, alors ou la validation, tout ça va se faire grâce à des critères, des méga et des métacritères pour assurer le sens. On en a parlé quand on a parlé de la philosophie. Alors, le beau, le vrai, le bon, le cohérent, le nécessaire. Alors, dans tout ça, que ce soit pour la problématisation, la théorisation et la validation, il va toujours avoir des critères philosophiques qui vont accompagner cette recherche-là. Alors, on n'est pas dans une recherche d'explication psychologique où là, on va s'attarder sur des sentiments, des émotions. Ou dans des expérimentations scientifiques où là, on va avoir des éprouvettes. Non, on n'est pas dans ce type de recherche-là. On est vraiment dans une recherche de critères méga et métacritères qui vont permettre d'assurer du sens par la problématisation, théorisation, validation. Si on prend ça en schéma pour nous aider à comprendre, alors, on disait que la recherche, le but de la recherche, la cause finale de la recherche, c'est d'établir du sens et de la validité. Alors, si on va dans le schéma ici, qu'est-ce qui est au centre de la recherche? C'est vraiment le sens et la validité. Par contre, notre expérience fait que parfois on a un défaut de sens et de validité, ce qui amène ou ce qui force à problématiser. Alors, si on voit bien, là, on problématise en regardant les perceptions, en prenant nos doutes, en dégageant des enjeux pour voir où est-ce qu'il y a un manque de sens, un défaut de sens. Alors, pour être capable de répondre à ce défaut de sens-là, on va initier une théorisation. Alors, on va initier notre capacité à conceptualiser, à formuler des hypothèses, à voir qu'est-ce que ça peut impliquer, comment on peut répondre à ça, pour être capable d'élaborer du sens et de la vérité. Alors, c'est vraiment ça, ça va permettre de répondre. Alors, cette initiation-là va permettre de répondre au problème de sens qui est posé. Fait que, théoriser, c'est permettre une élaboration de sens et de vérité. Par contre, cette théorisation-là, c'est important de la justifier et de la raisonner. Alors, c'est important de valider tout ça en regardant quelles vont être les conséquences logiques, les conséquences pratiques, les applications qu'on peut voir, les applications qui vont être contextualisées. Est-ce qu'il y a des contraintes, des limites à ça qu'on peut voir? Alors, il y a plein de choses qu'on peut voir grâce à la validation. Alors, la validation, c'est ce qui va permettre d'apporter des critères pour le sens et la validité. Alors, qu'est-ce qui fait que ça va être sensé ou que ça va être valide? C'est par les critères. Et là, on voit directement le lien avec les méta et les méga critères en philo. Alors, cette validation-là va reposer beaucoup sur des méta et des méga critères pour être capable de donner du sens. On l'a vu d'ailleurs dans d'autres capsules que le sens est établi justement par ces méta et ces méga critères. Alors, parce qu'on va valider, on va pouvoir résoudre le problème
de façon efficace. Mais c'est aussi cette problématisation-là qui va déterminer quels critères on veut utiliser. Alors, on veut toujours rester dans un contexte de validation. Alors, c'est vraiment le problème qui va déterminer quels critères qu'on peut utiliser. Alors, si on comprend bien, dans une recherche, tout ça va se faire de façon itérative. Alors, dépendamment de quelle approche on va prendre, par exemple, si on prend la CRP, de la CRP, on commence généralement en problématisant, en dégageant des enjeux et en formulant une question. Cette question-là va nous amener à théoriser. Mais quand quelqu'un va donner une hypothèse, probablement que ça va amener d'autres doutes ou d'autres perceptions. Alors, il va falloir retourner à la problématisation pour comprendre davantage. Pour ça, il va falloir déterminer quels sont les critères pour être capable de mieux comprendre afin de retourner à la théorisation, on va demander des exemples, on va demander de valider pour voir que si ça fonctionne, tant mieux on répond, mais si ça fonctionne pas, il faut revenir à la théorisation pour améliorer notre réflexion. Alors c'est en ce sens-là qu'il y a toujours un jeu itératif, on passe de l'un de ces actes-là à l'autre pour être capable d'arriver à un processus de recherche. Non, je rappelle que la recherche en dialogue philosophique, sa cause finale, c'est d'assurer du sens et de la validité à l'expérience. Le processus, on vient de le voir là, alors les différentes étapes qui vont prendre différentes formes dépendamment de comment les échanges vont se faire à travers la discussion. Et ce qui va permettre de faire ça, c'est vraiment le questionnement. Alors, c'est vraiment la cause efficiente, c'est le questionnement qui va permettre d'arriver à tout ça. Pourquoi? Parce que, dépendamment des questions qu'on va poser, ça va permettre parfois d'assurer la dimension sociale et affective de la recherche dialogique. C'est-à-dire que parfois, les questions vont permettre aux échanges d'amener de l'entraide, de l'écoute, du respect, de la collaboration, de la co-construction. Alors, les questions qu'on va poser vont permettre d'assurer ça. Alors, si je pose plus de questions qui vont assurer cette dimension-là, mon processus de recherche va prendre une forme particulière. Alors que ça peut aussi permettre d'assurer des dimensions cognitives de la recherche. Alors, par mon questionnement, je peux favoriser certains actes de pensée, certaines habiletés, développer certaines modalités de la pensée, comme la pensée critique, créative, attentive ou réflexive. Ou je peux aussi influencer le processus de recherche parce que chaque question que je vais poser va amener une réponse différente. Alors, en ce sens-là, il y a une influence qui est donnée par les questions dans le processus de recherche. Questionnement aussi qui va permettre d'assurer les dimensions philosophiques de la recherche. On a parlé d'établir la validité et le sens pour l'expérience. Alors, à faire la recherche de critères esthétiques, épistémologiques, éthiques, logiques, métaphysiques, et ainsi de suite. Tout ça, on l'a vu dans le rôle de l'animateur. Alors, le rôle de l'animateur, c'est son rôle d'assurer cette dimension sociale, cette dimension cognitive, cette dimension philosophique-là. Alors, en ce sens-là, la cause efficiente de la recherche, c'est l'animateur qui en est garant. C'est l'animateur qui va le porter grâce au questionnement. Alors, c'est le questionnement qui est l'outil principal pour permettre à l'animateur de faire rouler la recherche, de la faire avancer, mais aussi de lui donner une forme particulière, parce que dépendamment des questions qu'il va poser, ça va avoir une incidence. Ce questionnement-là, on va le voir plus en détail dans la prochaine capsule pour nous permettre de mieux comprendre et de voir quels sont les enjeux de ce questionnement-là, c'est-à-dire de cette cause efficiente-là sur le reste du processus de pensée.